Les archives s'ouvrent il y a 32 000 ans, dans une grotte du sud de l'Italie. Quelqu'un s'y est assis et a moulu une graine en farine. Nous le savons, parce que les archéologues ont trouvé la pierre. Elle était brun pâle, à peine plus grande qu'une main, et polie à une extrémité par des décennies de broyage. C'est le plus ancien outil de transformation alimentaire jamais trouvé en Europe. Avançons de 12 000 ans dans les grottes du Maroc. Les gens y mangeaient tellement de cet aliment que leurs dents pourrissaient. 51% des adultes avaient des caries. C'est le même taux que chez les premiers agriculteurs qui mangeaient des céréales et du miel. Mais ces gens n'étaient pas des agriculteurs. C'étaient des chasseurs-cueilleurs vivant dans un Sahara verdoyant. Les coquilles remplissaient le sol de la grotte. Des milliers de livres. C'était leur aliment de base toute l'année. Avant le blé, avant l'orge, avant le riz, avant que quiconque ne pense à planter une graine dans le sol, la nourriture tombait du ciel. C'est l'histoire du gland. En Californie, les glands ont été trouvés en plus grande quantité que tout autre aliment sur les sites archéologiques. Ils ont été utilisés en continu pendant 9000 ans. 75% des peuples autochtones de Californie dépendaient des glands comme aliment principal. Les Yokuts, les Miwoks, les Pomos et les Euros en dépendaient. Une famille typique consommait 1000 à 2000 livres de glands chaque année, soit plus d'une tonne par famille. Mais ils ne se contentaient pas de cueillir des glands, ils les cultivaient. Lorsque les colons européens sont arrivés en Californie, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les bosquets de chênes poussaient en rangées parfaites. Ils ont supposé que ce modèle était naturel. Ce n'était pas le cas. Les Amérindiens avaient planté et entretenu ces arbres. Ils utilisaient des feux contrôlés pour défricher le sous-bois et favoriser la croissance des chênes. Ils géraient ces forêts comme les agriculteurs modernes gèrent les champs de maïs. Les chênes vivaient des siècles et ne nécessitaient aucune replantation. Certains arbres appartenaient à certaines familles. Certains bosquets appartenaient à des villages. La cueillette de glands dans le bosquet d'un autre village pouvait être un motif de guerre. Ces arbres ne représentaient pas seulement un seul repas. Ils représentaient des décennies de sécurité alimentaire. Ce n'était pas de la nourriture primitive, c'était de la civilisation. On disait que les Arcadiens de la Grèce antique vivaient de glands, avant même qu'il n'y ait une lune dans le ciel. En Espagne et en Italie, les glands ont fourni 20% de l'alimentation paysanne jusqu'en 1900. Des textes agricoles chinois du VIe siècle recommandent explicitement les chênes comme culture de noix. Sur le plan nutritionnel, les glands éclipsent nos aliments de base modernes. Un gland contient plus de calories par portion que le blé ou le maïs. Un gland est composé de 18% de matières grasses, 6% de protéines et 68% de glucides. Le blé et le maïs modernes contiennent 2% de matières grasses. Ainsi, les glands ont 9 fois plus de matières grasses que les céréales. Ils sont riches en vitamine A et en vitamine C, en acides aminés essentiels, en potassium et en magnésium. Une fois séchés, ils peuvent être conservés jusqu'à 10 ans sans se gâter. Un chêne mature produit 1000 livres de glands par an. Certains en produisent une tonne entière. Un acre de forêt de chêne peut produire 6000 livres de nourriture. Un acre de maïs produit à peu près la même chose, mais le maïs nécessite de labourer, de planter, de fertiliser, d'irriguer et de pulvériser chaque année. Les chênes ne nécessitent rien. Ils poussent sur des collines escarpées, où les tracteurs ne peuvent pas aller, sur des terres marginales où le maïs échouerait. Leurs racines profondes empêchent l'érosion. Ils reconstituent les eaux souterraines. Ils fournissent de l'ombre, du bois de chauffage et du bois d'œuvre. Un seul chêne était un système alimentaire complet. Plantez-le une fois et vos arrière-petits-enfants en récoltent. En 1929, un scientifique agricole nommé J. Russell Smith a écrit un livre marquant intitulé Tree Crops, à permanent agriculture, cultures arboricoles, une agriculture permanente. Il a étudié les glands, il a mesuré les rendements, il a interrogé des aînés, et il a posé une simple question. Pourquoi le chêne n'est-il pas déjà devenu une grande culture? C'est l'une des énigmes de l'histoire. Mais ce n'est pas une énigme, c'est une tragédie. En 1848, de l'or a été découvert à Sutter's Mill, en Californie. En un an, 90 000 chercheurs de fortune ont inondé l'État.
Avant la ruée vers l'or, 150 000 Amérindiens vivaient en Californie. En 1873, il n'en restait que 30 000. 80% de la population a été anéantie en 20 ans. Au cours des 2 premières années seulement, 100 000 sont morts. Entre 9 000 et 16 000 ont été assassinés de sang-froid. Ce n'était pas un accident, c'était une politique. En 1851, le premier gouverneur de Californie, Peter Burnett, s'est adressé à la législature de l'État. Il a clairement déclaré qu'une guerre d'extermination continuera d'être menée entre les races jusqu'à ce que la race indienne disparaisse. L'État a financé des milices pour chasser les Amérindiens. Il a versé des primes pour les scalps. Entre 1851 et 1852, la Californie a dépensé 1,7 million de dollars pour le génocide. Mais les milices n'ont pas seulement tué des gens. Elles ont ciblé le système alimentaire. Elles ont brûlé des villages et elles ont spécifiquement brûlé les caches de glands. Des entrées de journal de 1851 décrivent des milices chassant des familles et brûlant leurs greniers à glands pour affamer les survivants et les forcer à quitter les contreforts. L'État a interdit aux Amérindiens de pratiquer des brûlis contrôlés. C'était la technique même qui avait maintenu les forêts de chênes pendant 9000 ans. Des fonctionnaires fédéraux ont négocié 18 traités avec les tribus californiennes garantissant 7,5 millions d'acres de terre. Le Sénat américain a rejeté chacun d'entre eux. La violence des colons a continué. Les forêts de chênes ont été défrichées pour planter du blé et du maïs. Les colons européens ont introduit des porcs. Des porcs sauvages parcouraient les forêts, mangeant des tonnes de glands, détruisant l'approvisionnement alimentaire des tribus restantes. Un éditorial de journal de l'époque le résumait. Nous avons détruit leurs vergers de chênes. Nous avons coupé leur blé qui était la graine d'herbe sauvage. Nous avons massacré les hommes et débauché les femmes. Et maintenant la réparation sera une destruction totale. Ce n'était pas seulement le progrès, c'était l'élimination. Parce qu'un système alimentaire basé sur les chênes avait un défaut fatal aux yeux de la nouvelle économie. Il ne pouvait pas être contrôlé. Un chêne ne vous oblige pas à acheter des graines chaque année à un marchand. Il ne nécessite ni engrais ni pesticides. Il ne vous oblige même pas à posséder la terre. Les chênes poussent à l'état sauvage. Vous ne pouvez pas facilement taxer quelqu'un pour la cueillette de glands dans une forêt, mais vous pouvez taxer quelqu'un pour l'achat de maïs de semences. Les cultures annuelles exigent la propriété, la culture, la dépendance. Les glands ne nécessitaient rien de tout cela. Un système alimentaire pérenne qui nourrit les gens gratuitement est une menace pour une économie basée sur la rareté. Ainsi, les chênes ont été coupés. Les personnes qui savaient les traiter ont été tuées, et le savoir a été qualifié de primitif. Mais le savoir est plus difficile à tuer que les arbres. Une aînée Miwok de la côte nommée Julia Parker a été interrogée sur la raison pour laquelle elle continue le processus laborieux de fabrication de la soupe de glands. Elle a répondu que c'était la vie pour eux dans les années précédentes, et c'est toujours la vie pour beaucoup d'entre nous qui voulons apprendre ces façons. Nous ne devrions pas perdre l'ancienne voie. Aujourd'hui, les fissures du système industriel apparaissent, et le gland revient. En Corée du Sud, la gelée de gland d'Omuk reste un aliment de base apprécié. À Martinez, en Californie, une usine moderne transforme les glands en farine pour les boulangeries. Au Texas, des entrepreneurs vendent des crackers à base de glands. Sur l'île grecque de Céa, l'initiative Amada Acorn collecte des fonds pour des déshydrateurs solaires, offrant aux habitants de l'île un moyen de gagner de l'argent grâce aux anciennes forêts de chênes qui couvrent toujours leurs collines. Ce ne sont pas des curiosités historiques, c'est le début de la mémoire. Pendant 32 000 ans, les humains ont moulu des glands en farine. Pendant 9 000 ans, les tribus californiennes ont géré des vergers de chênes qui ont nourri des civilisations entières sans une goutte d'irrigation. Les arbres sont toujours là. Ils poussent dans nos forêts, dans nos parcs, dans nos allées. La plupart des chênes en Amérique laissent encore tomber des milliers de livres de nourriture chaque automne. Et nous les ramassons, les mettons dans des sacs en plastique et payons pour qu'ils soient emportés. On nous a dit que c'était primitif. Mais un arbre qui nourrit votre famille pendant 10 générations sans dégrader le sol n'est pas primitif. C'est l'agriculture la plus avancée que les humains aient jamais inventée.
Le savoir n'est pas perdu. Il est écrit dans les annaux de chaque chaîne. Nous attendons le jour où nous cesserons de l'appeler nourriture pour écureuils et nous nous souviendrons de ce qu'il est vraiment. La civilisation. Si ce coffre vous a révélé quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque like et chaque partage aide à préserver cette sagesse oubliée ensemble. Le prochain coffre s'ouvre bientôt.